Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Smania, directeur médical de Deuxième Avis, et j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour le 4e webinaire destination des professionnels de santé et qui est consacré ce soir à l'hypertension artérielle. Pathologie qui concerne près d'un patient sur 3 que nous voyons dans nos cabinets de médecine générale et qui effectivement est une pathologie qui nous préoccupe de plus en plus avec le vieillissement de la population. Quelques mots pour vous présenter le docteur Yara Antakli, qui va nous accompagner ce soir et nous faire une présentation de l'hypertension. Elle est cardiologue au sein du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Elle y est chef de service adjoint dans le service de cardiologie, particulièrement spécialisée dans l'hypertension artérielle, les maladies coronaires et les cardiopathies valvulaires et en cardio-oncologie. Elle est aussi membre de la Société française de cardiologie et de la Société française d'hypertension artérielle. Je vais donc vous laisser la parole pour nous présenter votre vision de l'hypertension pour les médecins généralistes et vous pourrez poser des questions dans le chat afin d'avoir une réponse à ces questions à la fin de cette présentation. Je vous passe la parole et je vous remercie. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous et merci de m'avoir invité pour vous parler d'hypertension artérielle. Alors, le sujet malheureusement est d'actualité parce que l'hypertension artérielle malheureusement touche énormément de patients. C'est le premier facteur de risque responsable de décès en France. Ça, c'est le nombre de décès par facteur de risque en France depuis 1990 jusqu'en 2019. Et vous voyez que l'hypertension artérielle est tout en haut. C'est le facteur de risque qui tue le plus en France, avec une situation qui était plutôt en train de s'améliorer entre 1990 et les années 2010 et 2015. Et malheureusement, vous voyez que depuis 2015, la situation s'aggrave avec une pente qui est raide et une augmentation à nouveau importante du nombre de décès secondaires à l'hypertension artérielle. Alors, Santé publique France s'est beaucoup intéressée et a sorti cette affiche il y a quelques semaines maintenant avec les 16 chiffres clés de l'hypertension artérielle qui malheureusement ne sont pas très bons en France. Alors, la prévalence, elle est de 1 adulte sur 3 qui est hypertendu en France. Malheureusement, il n'y en a qu'un sur 2 qui est traité. Il y a un hypertendu sur 2 qui est traité. Et sur ces 17 millions d'hypertendus en France, il n'y en a qu'un sur 4 qui est à l'objectif des chiffres de pression artérielle. 1 sur 4 qui est en dessous de 140-90 malheureusement. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi dans les minutes qui vont suivre. Et une des causes, c'est probablement l'observance, probablement le fait qu'il n'y ait que 60% des hypertendus qui reçoivent une monothérapie. Et la seule bonne nouvelle de cette diapo, c'est que 59% des hypertendus possèdent un appareil d'automesure tensionnelle. Donc, c'est une bonne chose et qui va nous permettre de mieux les traiter, de mieux les suivre. Alors, la classification de l'hypertension artérielle, elle n'a pas changé. Il y a toujours 3 grades. Ce sont les recommandations européennes du mois de juin 2023. Elles sont là-dessus identiques à celles de 2018, avec un grade 1 entre 140 et 160, 90 et 100, grade 2 entre 160 et 180, 100 et 110, et grade 3 au-dessus de 180 et 110 mm de mercure. Alors, comment faire le diagnostic d'hypertension artérielle? Le diagnostic se fait en consultation. La définition n'a pas changé. La mesure de pression artérielle en consultation, supérieure ou égale à 140 pour la systolique, supérieure ou égale à 90 pour la diastolique, l'un ou l'autre, c'est de l'hypertension artérielle. Il est recommandé à la première consultation de prendre l'attention aux 2 bras. Chez certains patients, on peut avoir une asymétrie tensionnelle. Dans ce cas-là, choisir le bras le plus élevé. Parce que s'il y a une asymétrie avec un bras qui a plus de 10 mm de différence par rapport à l'autre, c'est quand il est en dessous que probablement il y a une plaque. D'ailleurs, il faut faire un Doppler des troncs supraortiques pour essayer de comprendre pourquoi. Donc, prendre l'attention à la première consultation aux 2 bras. Et chez les plus de 65 ans, il est recommandé de rechercher systématiquement une hypotension orthostatique, avant traitement et sous traitement. L'hypotension orthostatique, c'est quoi? C'est la mesure de la pression artérielle debout à 1 minute et à 3 minutes. Et il y a une hypotension orthostatique si la pression artérielle systolique chute d'au moins 20 mm de mercure ou la pression artérielle diastolique chute d'au moins 10 mm de mercure. Ça peut être tout à fait asymptomatique, donc si on ne la recherche pas, on ne la trouve pas. Alors, une fois qu'on a mesuré la tension en consultation, dans quelles conditions elle se mesure?
Alors ça aussi, ça a fait l'objet de recommandations en 2022 sur comment mesurer la pression artérielle, que ce soit au cabinet médical ou en automesure ou en mesure ambulatoire à la maison, c'est dans les mêmes conditions. Le patient est assis sur une chaise, les pieds au sol, sans croiser les jambes, le dos calé sur le dossier de la chaise, avec un brassard huméral. Ça, c'est important, un brassard huméral, beaucoup plus fiable que les tensiomètres au poignet. Le patient doit être au repos depuis 5 minutes, détendu. Il ne doit pas parler, pas fumer, pas regarder la télé, pas écouter de mauvaises nouvelles à la radio. Et la tension doit être prise au repos depuis 5 minutes, 3 mesures à 1 minute d'intervalle. Et en consultation, si la première mesure est élevée, on fera la moyenne des 2 suivantes. En automesure, on gardera toutes les mesures. Donc ça, c'est indispensable. Les conditions de mesure de pression artérielle, ce sont les mêmes dans le cabinet médical et chez soi. Alors, on confirme le diagnostic. Une fois qu'on a dépisté l'hypertension artérielle au cabinet médical, il est important de confirmer le diagnostic par des mesures en dehors du cabinet médical. Et là, on a le choix entre la MAPA, le holter tensionnel, et l'automesure. Pourquoi on doit confirmer le diagnostic en dehors du cabinet médical? Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a beaucoup de patients qui ont une hypertension artérielle blouse blanche. Et ceux-là, on peut les voir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils peuvent garder des chiffres de pression artérielle élevés à chaque consultation et avoir une tension parfaite quand ils sont chez eux. Pour faire aussi le diagnostic d'HTA masqué, c'est des gens qui ont une tension un peu limite en consultation et élevée en automesure. Et puis pour confirmer le diagnostic, parce que c'est quand même important, il y a quand même un enjeu. C'est un patient qui va recevoir un traitement, qui souvent ne se plaint de rien. Donc c'est important quand même de confirmer le diagnostic avant de démarrer un traitement qui va être poursuivi parfois à vie. Alors la MAPA, quels sont les avantages de la MAPA? C'est qu'il y a un grand nombre de mesures sur les 24 heures. En gros, ça déclenche toutes les 20 à 30 minutes le jour et la nuit. Et c'est la seule façon de mesurer la tension la nuit. Il n'y a que la MAPA qui nous donne les chiffres de tension la nuit. Et les études ont montré que l'hypertension artérielle nocturne est un meilleur prédicteur des événements cardiovasculaires que l'hypertension artérielle diurne. Les inconvénients, c'est que ça peut être parfois mal toléré par les patients. Ça peut les gêner la nuit. Il y a des patients qui ne dorment pas, qui sont très gênés par ce brassard qui gonfle tout le temps et qui peuvent mal le tolérer, en tout cas qui n'en auront pas de deuxième. Pour les normes, pour la MAPA, il y en a 3. L'appareil va faire les moyennes de tous les chiffres de tension, jour et nuit. Donc les normes 24 heures, il faut que la moyenne soit inférieure à 130 pour la systolique et inférieure à 80 pour la diastolique. La moyenne de tous les chiffres du jour doit être inférieure à 135 et 85. Et c'est la même norme que pour l'automesure, on va le voir après. Et la moyenne de la nuit doit être inférieure à 120 et 70 mm de mercure. Et en fait, le patient doit renseigner au moment où il rend sa MAPA l'heure à laquelle il s'est réveillé, l'heure à laquelle il s'est couché. C'est comme ça que la machine comprend et fait les moyennes jour, nuit et 24 heures. L'automesure. Alors, l'automesure doit être faite avec un tensiomètre huméral absolument. Malheureusement, il y a eu beaucoup de gens qui ont acheté des tensiomètres radio. Ils sont quand même moins fiables. Il y a des études qui ont montré qu'en fonction de la position du poignet par rapport au cœur, qu'on mette la main sur l'épaule ou la main en bas, il y a des variations de plus de 10 voire 20 mm de mercure, ce qui n'est pas tolérable dans l'hypertension artérielle puisque ça change tout pour la prise en charge. Donc voilà, si vraiment les patients n'ont que ça, il faut bien leur expliquer qu'il faut mettre leur poignet sur lequel il y a le tensiomètre mis dans la bonne position au niveau du cœur. Mais sinon, vraiment préférer les tensiomètres huméraux. Et la liste des tensiomètres validés se trouve sur stridebp.org. C'est une liste qui est validée par la Société européenne d'hypertension artérielle. Et il y a dedans tous les appareils de mesure de tension qui ont été validés par la société savante. Alors les avantages, c'est que c'est très facile à mettre en place. Ça améliore, il y a des études qui ont montré que les gens qui font de l'automesure par rapport à ceux qui n'en font pas ont une meilleure observance et un meilleur contrôle tensionnel. Et ça, c'est indispensable dans l'hypertension artérielle. Donc il faut vraiment beaucoup s'aider de l'automesure. C'est facile, c'est reproductible et ça donne beaucoup de renseignements. Les inconvénients, c'est si le patient doit acheter un tensiomètre, ça a quand même un coût. Alors, ça va de à peu près 30 € pour le premier prix, jusqu'à 60-70 €, surtout si on veut un brassard adapté aux bras corpulents. Ça nécessite d'éduquer le patient. Donc, la première fois qu'on explique l'automesure au patient, il faut prendre le temps. Et c'est vrai qu'en consultation, on n'a pas toujours le temps, mais en tout cas, ce jour-là, il faudra prendre le temps. Et je vais vous expliquer les règles d'automesure après. Et chez certains patients, mais des profils très particuliers, ça peut engendrer de l'anxiété.
Donc ces patients-là, il faudra éviter. C'est des patients qui vont regarder leurs chiffres, être très inquiets dès que ça monte, enfin chez qui ça peut créer une sorte d'énorme anxiété. Et chez eux, il faudra éviter l'automesure. Alors les règles d'automesure, c'est la règle des 3. C'est-à-dire, il faut prendre les mesures de tension pendant 3 jours de suite, dans les mêmes conditions. Le patient, la position, c'est celle que je vous ai montrée sur la diapositive du début. Hein, le patient doit prendre ça chez lui comme en consultation médicale, assis, le dos calé, les pieds au sol, les jambes pas croisées, au repos depuis 5 minutes. Il pose le brassard, il prend un papier, un crayon, il se prépare, il se détend. 3 mesures le matin dans l'heure qui suit le réveil, pas au saut du lit, parce que là, il y a une décharge d'adrénaline, la tension est haute. Mais dans l'heure qui suit le réveil, avant la prise des médicaments, au repos depuis 5 minutes. 3 mesures à 1 minute d'intervalle. 3 fois le soir, dans l'heure qui précède le coucher, là encore dans la même position au repos depuis 5 minutes, à 1 minute d'intervalle. Donc 3 fois le matin, 3 fois le soir, 3 jours de suite. Et on note les mesures, soit dans une grille avec un papier et un crayon, soit dans une application pour smartphone. La moyenne doit être en dessous de 135 et 85, c'est-à-dire qu'on fait la moyenne des 18 mesures qui ont été prises, la moyenne des 18 systoliques doit être inférieure à 135 et la moyenne des 18 diastoliques doit être inférieure à 85. Si on est au-dessus, c'est que c'est de l'hypertension artérielle. Donc là, je vous donne un exemple de grille d'automesure qui a été faite par le comité de lutte contre l'hypertension artérielle. Donc vous voyez bien, hein, il y a le jour 1, le jour 2, le jour 3, les 3 mesures du matin, les 3 mesures du soir. On renseigne la systolique, la diastolique. Et chez les patients les plus courageux, ils nous font la moyenne des chiffres de systolique et la moyenne des chiffres de diastolique, en sachant qu'il faut bien leur expliquer que si l'appareil note 138, il ne faut pas qu'ils arrondissent à 13 ni à 14. Il faut bien qu'ils notent 138. On peut aussi s'aider d'une application. C'est vrai que maintenant, tout le monde a un smartphone et cette application a été faite par le comité de lutte et par la Fondation pour la recherche sur l'hypertension artérielle. Elle s'appelle Suivi HTA. Elle est bien évidemment gratuite. Elle facilite vraiment la vie du médecin et du patient, comme c'est écrit. Ça permet d'abord de donner des conseils. Ça permet de noter ces chiffres de tension. Soit on les rentre manuellement, soit, encore mieux, avec le smartphone, on prend en photo l'écran de l'appareil à tension et ça intègre les chiffres directement dans l'application. L'avantage de l'application, c'est aussi qu'elle fera la moyenne sans faire d'erreur et qu'elle peut générer un PDF que le patient peut soit imprimer, soit envoyer par mail à son médecin avec les chiffres de tension et les moyennes. Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic en consultation, confirmé par la MAPA ou l'automesure, il faut absolument une consultation d'annonce. L'hypertension artérielle, c'est, comme je vous l'ai dit, le premier facteur de risque qui engendre des décès en France. C'est une maladie chronique, c'est asymptomatique et ça nécessite au moins une fois de prendre le temps d'expliquer aux patients ce que c'est, d'expliquer les risques encourus quand on a une hypertension artérielle et qu'elle n'est pas traitée. C'est une maladie qui est malheureusement un tueur silencieux, comme on l'appelle. Les patients sont asymptomatiques, souvent ils sont venus vous voir pour autre chose et vous trouvez des tensions élevées. Donc il faut prendre le temps de leur expliquer que même s'ils ne se plaignent de rien, ils ont une hypertension artérielle, que ça va pouvoir engendrer des maladies cardiovasculaires, des AVC, des démences, des infarctus, et que finalement c'est une chance d'avoir fait le diagnostic pour pouvoir la traiter à temps et normaliser les chiffres de tension pour éviter le risque cardiovasculaire. Le bilan standard, c'est celui que vous connaissez tous, le ionogramme, la fonction rénale, le bilan glucido-lipidique pour les facteurs de risque associés, la bandelette urinaire qui est maintenant remplacée par le RAC, c'est-à-dire le ratio albuminurie sur créatininurie. C'est plus la peine de garder les urines de 24 heures pour la protéinurie ou la microalbuminurie. C'est un échantillon du matin. C'est très fiable. Et la normale est inférieure à 30 mg par gramme de créatininurie, un électrocardiogramme pour tout le monde, en cas d'hypertrophie électrique, une échographie cardiaque, et bien entendu le bilan des autres facteurs de risque pour prendre le patient dans sa globalité, avec le risque cardiovasculaire global lié aux autres facteurs de risque également. Alors, les mesures hygiéno-diététiques, on vient de faire le diagnostic d'hypertension artérielle, on met en place immédiatement des mesures hygiéno-diététiques pour tout le monde. Quelles sont-elles ? Elles sont reprises là dans les recommandations de la Société européenne de juin 2023. Elles n'ont pas vraiment changé, hein, je vous les ai mises à droite en français et en plus gros pour pouvoir les lire. Perte de poids, à condition que le patient soit en surpoids, bien évidemment. Un patient qui a trop de poids,
on peut lui expliquer qu'en perdant du poids, il peut normaliser ses chiffres de pression artérielle si elle n'est pas très élevée. Donc c'est motivant de se dire qu'en perdant du poids, si vraiment le patient a trop de kilos, on peut normaliser les chiffres de tension et ne pas avoir à prendre de traitement. Un régime alimentaire équilibré, bien entendu, qui est bon pour la tension et pour tout le reste. Diminuer la consommation de sel à moins de 5 grammes par jour, c'est pas facile. En France, on mange en moyenne 10 à 12 grammes de sel par jour. Donc, diminuer la consommation de sel, c'est un enjeu important. En tout cas, il y a une relation linéaire entre la consommation de sel et les chiffres de pression artérielle. Maintenant, c'est difficile à un patient qui ne se plaint de rien de lui dire de manger sans sel. Donc les conseils en lui disant déjà d'enlever la salière à table, d'éviter les plats préparés, d'éviter les cubes de bouillon, la sauce soja et de réduire la charcuterie et les fromages, c'est déjà un bel effort. Augmenter les apports potassiques, ça a démontré son bénéfice sur les chiffres de pression artérielle. Alors les apports potassiques sont présents dans les fruits, dans les légumes, dans les noix, dans les dérivés du soja. Donc là encore, c'est un régime alimentaire équilibré qui va apporter plus de potassium. L'activité physique toujours, idéalement 3 fois par semaine, avec des séances de 30 minutes à 1h30 en fonction de l'intensité de l'activité physique. C'est bénéfique pour tout, et y compris pour les chiffres de pression artérielle. Réduire la consommation alcoolique, on est en France, on a du bon vin et malheureusement l'alcool est responsable d'hypertension artérielle. Donc expliquer au patient, prendre le temps de lui expliquer qu'il ne faut pas boire tous les jours, essayer de se limiter à 2 à 3 verres selon qu'on soit une femme ou un homme quand on boit. Éviter le binge drinking, alors ça c'est un truc de jeune, c'est de boire des grosses quantités d'alcool en un minimum de temps. Ça, c'est très mauvais pour la santé. L'arrêt du tabac, évidemment, hein, il faut de toute façon prendre en charge tous les facteurs de risque. Et la gestion du stress, qui est un facteur d'hypertension artérielle, par tous les moyens que le patient souhaite, hein, la méditation, le yoga, ce qu'il veut. Mais la gestion du stress va aider à prendre en charge l'hypertension artérielle. Alors, l'objectif tensionnel, donc on a fait le diagnostic d'hypertension artérielle. L'objectif, c'est de ramener le patient en dessous de 140 et 80 mm de mercure dans un premier temps. Ça, c'est le premier objectif pour tout le monde. Si c'est bien toléré et si le patient va bien et que le traitement est bien toléré, le deuxième objectif, c'est-à-dire l'idéal, c'est d'abaisser les chiffres de pression artérielle de consultation en dessous de 130 et 80. Donc, il faut mettre le patient dans le vert. Hein. La systolique entre 120 et 140, idéalement entre 120 et 130. La diastolique entre 70 et 80 mm de mercure. Jamais baisser la tension en dessous de 120 et 70 parce que c'est délétère. Ça n'a pas montré de bénéfice et ça peut être délétère. Donc, un objectif idéal entre 120 et 130, entre 70 et 80, mais ne pas baisser les chiffres de pression artérielle en consultation en dessous de 120 et 70 mm de mercure. La prise en charge chez les sujets âgés est un petit peu différente. Au-dessus de 80 ans, on adapte l'objectif tensionnel à l'autonomie du patient. Donc chez ces patients-là, il est recommandé de rechercher la fragilité et les troubles cognitifs pour finalement catégoriser le patient. Donc il y a 3 catégories de patients de plus de 80 ans. Il y a le groupe 1 qu'on appelle le groupe FIT. C'est ceux qui sont en excellente forme. Ils sont parfaitement autonomes, ils n'ont pas de troubles cognitifs, ils ont des activités quotidiennes, mais eux, en fait, il faut les considérer comme les patients de moins de 80 ans et avoir les mêmes objectifs chez eux, puisque finalement, ils sont en excellente forme, ils ont une espérance de vie qui est à plus de 10 ans, donc l'objectif doit être chez eux en dessous de 140 mm de mercure pour la systolique. Le groupe 3, c'est l'autre extrême, c'est les patients sévèrement dépendants qui sont en perte d'autonomie ou alors déments, ou alors en fin de vie, ou alors institutionnalisés. Ils sont souvent polypathologiques, polymédiqués, et chez eux, il faut avoir un objectif probablement moins ambitieux, avec une pression artérielle systolique en dessous de 160 mm de mercure. Ce n'est pas la peine non plus d'avoir trop d'ambition, on risque d'être délétère plus qu'autre chose. Et entre les deux, les patients qui ne sont ni du groupe 1 ni du groupe 3 sont dans le groupe 2 et probablement que l'objectif chez eux doit être entre les deux, c'est-à-dire d'avoir une PAS en dessous de 150 mm de mercure. Alors vous avez vu, je ne parle pas de la PAD parce que chez les plus de 80 ans, en général, la PAD n'est pas un problème. Elle est toujours basse du fait de la rigidité artérielle. C'est exceptionnel d'avoir une PAD supérieure à 90 mm de mercure au-dessus de 80 ans. Alors, quelle est la stratégie thérapeutique? Ça aussi, ce sont les recommandations européennes. Il faut commencer par une bithérapie d'emblée chez la grande majorité des patients. La bithérapie d'emblée avec un seul comprimé. Et il y a plein de bithérapies fixes qui existent en France.
et il faut simplifier le traitement autant que possible. Donc une bithérapie qui va comprendre un inhibiteur du système rénine-angiotensin, c'est-à-dire IEC ou ARA2, associé à soit un calcium bloqueur, plutôt une dihydropyridine, soit un diurétique thiazidique ou thiazidique-like. Et avec cette bithérapie-là, on va contrôler 60% des hypertendus. Une monothérapie ne contrôle que 30% des hypertendus. Et vous avez vu qu'en France, 60% des patients sont sous monothérapie. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'ils ne soient pas à l'équilibre. Donc bithérapie d'emblée pour la grande majorité des patients avec inhibiteur du système rénine-angiotensin plus calcium bloqueur ou diurétique thiazidique ou thiazidique-like. On revoit le patient un mois plus tard. Si ses chiffres de pression artérielle sont encore au-dessus des objectifs, là on passe à une trithérapie. On met les trois, l'inhibiteur du système rénine-angiotensin, le calcium bloqueur et le diurétique thiazidique ou thiazidique-like. Et avec cette trithérapie, on va contrôler jusqu'à 90% des patients. Alors les bêta-bloquants, qu'en est-il? Les bêta-bloquants ont été décriés il y a quelques années. Ils avaient été relégués en 3e, 4e, voire 5e intention dans l'hypertension artérielle. Et en fait, là, dans ces recommandations-là, ils sont remontés dans la hiérarchie des traitements, parce que finalement, les bêta-bloquants ne sont pas tous identiques. Il y a ceux qui ont des propriétés alpha bloquantes, il y a aussi ceux qui sont cardiosélectifs. Et finalement, toutes les études qui ont montré que les bêta-bloquants faisaient moins bien que les autres, c'était des études avec l'athénolol, qui est certainement le moins bon bêta-bloquant, en tout cas dans l'hypertension artérielle, et qui du coup prévient moins bien l'AVC et est moins efficace que les autres thérapeutiques. Mais il y a le nebivolol, par exemple, qui est un bêta-bloquant de dernière génération, qui est donneur de NO avec des propriétés vasodilatatrices, qui peut être tout à fait donné dans l'hypertension artérielle. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, finalement, la pierre angulaire du traitement de l'hypertension artérielle, c'est essentiellement les 3 classes thérapeutiques avec les traits bleus, inhibiteur du système rénine-angiotensin, diurétique calcium bloqueur, mais le bêta-bloquant a sa place et il peut être donné à n'importe quelle étape de la prise en charge quand on en a besoin pour autre chose. Parce que finalement, les bêta-bloquants sont utiles dans beaucoup de pathologies. Chez les patients coronariens, en post-infarctus, chez l'insuffisant cardiaque, chez le patient en FA, chez des patients migraineux, chez les femmes enceintes. Donc, il ne faut pas cracher sur les bêta-bloquants et c'est une bonne chose qu'ils aient été remis un petit peu à la place qu'ils méritent. Et en disant qu'ils ne sont pas tous identiques, il faut éviter l'athénolol, mais ils ne sont pas tous comme l'athénolol. Donc finalement, bithérapie fixe d'emblée, je vous disais, chez la grande majorité des patients, sauf les patients à faible risque, les patients qui ont une pression artérielle initiale inférieure à 150-95 mm de mercure, et chez les sujets âgés ou les sujets fragiles, chez qui on préfère commencer par une monothérapie. Mais finalement, commencer par une bithérapie fixe chez tous les autres patients, on ne risque pas grand-chose, si ce n'est de les normaliser plus vite. Donc, je vous ai remis les 3 classes de choix. Le suivi. Une fois qu'on a introduit un traitement, il faut absolument revoir le patient à 1 mois, en consultation, idéalement, mais je sais que vous avez tous des délais de consultation qui sont importants, c'est difficile de revoir le patient à 1 mois, mais la téléconsultation se prête très bien au suivi d'une hypertension artérielle si le patient peut faire de l'automesure. Parce que finalement, vous avez besoin de quoi à cette consultation? Vous avez besoin de ces chiffres de pression artérielle, et s'il a une automesure, c'est parfait, c'est encore mieux que les chiffres de tension de consultation. Et le bilan biologique si vous avez introduit un IEC, un sartan ou un diurétique, et de savoir s'il a eu des effets secondaires ou s'il tolère bien son traitement. Donc la téléconsultation se prête très bien au suivi du patient, mais il faut absolument le revoir à 1 mois. Et si à 1 mois, la tension en consultation est supérieure à 140 ou 90, ou en automesure supérieure à 135 ou 85, là il faut passer à la trithérapie associant les 3 médicaments dont je vous ai parlé. Et là encore, revoir le patient à 1 mois. Et en fait, ce qu'ils disent dans les recommandations, et c'est exactement ce qu'il faut faire, il faut se donner 3 mois pour normaliser les chiffres de pression artérielle, avec des consultations mensuelles jusqu'à obtention de l'objectif thérapeutique. Qu'est-ce que c'est que l'HTA réellement résistante? La définition, c'est une hypertension artérielle qui résiste à une trithérapie bien conduite, aux doses maximales tolérées, comportant un inhibiteur du système rénine-angiotensin, IEC ou ARA2, plus un diurétique thiazidique, plus un inhibiteur calcique. Confirmé par MAPA ou automesure. Donc, ce n'est pas une HTA blouse blanche. D'abord, on vérifie que ce n'est pas juste parce que le patient est inquiet quand il vient en consultation. Donc, il faut absolument confirmer par MAPA ou automesure. Vérifier qu'il a suivi les règles hygiéno-diététiques, qu'il n'a pas continué à boire 1 litre d'alcool par jour. Vérifier l'observance. Alors ça, c'est facile à dire. On va en parler un peu plus tard, mais l'observance, c'est un vaste débat. Et vérifier les médicaments associés. Là encore, je vais vous montrer la liste des médicaments qui peuvent interférer. Et si vraiment le patient a une HTA
il prend bien ses traitements, il suit les règles hygiéno-diététiques, c'est confirmé par une MAPA ou une automesure, il ne prend aucun médicament qui interfère, là, c'est une HTA réellement résistante. Et finalement, ce n'est que 5% de tous les hypertendus. La molécule de choix à donner à ce moment-là, c'est la spironolactone, si la fonction rénale et la kaliémie le permettent, et il faut adresser le patient à un centre spécialisé en hypertension artérielle. Alors, les facteurs exogènes qui peuvent déstabiliser ou entraîner une hypertension artérielle, la liste n'est pas exhaustive, mais vous reconnaîtrez les anti-angiogéniques qui sont donnés de plus en plus maintenant dans un grand nombre de cancers. C'est des molécules Péros dont le mode d'action entraîne une élévation des chiffres de pression artérielle. Donc, c'est quasiment systématique d'avoir une élévation des chiffres tensionnels sous anti-angiogéniques, mais pas que. Il y a aussi les corticoïdes, les AINS, la cyclosporine. Pensez aux œstrogènes, à la contraception œstroprogestative chez les femmes jeunes. L'alcool, bien entendu, la cocaïne, les amphétamines, les herbes, notamment achetées sur Internet. Il y a pas mal de saloperies qu'on peut acheter sur Internet et qui entraînent de l'hypertension artérielle. La réglisse, le pastis, avec ou sans alcool, qui contient une molécule qui va entraîner de l'hypertension artérielle. Et évidemment, bien d'autres. Et pensez aussi aux inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, les antidépresseurs, qui peuvent induire une hypertension artérielle. Alors, on va parler maintenant de l'observance des antihypertenseurs. Cette diapositive, ça date de 2008, mais elle est toujours d'actualité et toutes les études vont exactement dans le même sens. À 1 an, dans l'HTA, la moitié des patients ont arrêté leur traitement. C'est désespérant, mais il faut en prendre conscience pour essayer de comprendre pourquoi les patients arrêtent leur traitement. C'est valable aussi pour beaucoup d'autres maladies chroniques, malheureusement. Alors, comment faire pour évaluer l'observance du traitement? Il y a des questionnaires. Il y a le questionnaire de Girard qui a été développé dans l'hypertension artérielle et validé par la HAS et qu'on peut télécharger et mettre en salle d'attente. Comme ça, le patient peut le remplir avant d'être vu en consultation. Il y a 6 questions. Et si le patient répond oui au moins 3 fois, il est considéré comme non observant. Alors, c'est quoi ces questions-là? C'est: ce matin, avez-vous oublié de prendre votre traitement? Depuis la dernière consultation, avez-vous été en panne de médicaments? C'est-à-dire, est-ce qu'il a oublié de les acheter? Ça aussi, ça veut dire qu'il ne fait pas attention à son traitement. Vous est-il arrivé de prendre votre traitement avec retard par rapport à l'heure habituelle? Vous est-il arrivé de ne pas le prendre parce que certains jours, vous l'oubliez? Ou alors parce que vous pensez qu'il vous fait plus de mal que de bien? Ou alors parce que vous pensez que vous avez trop de comprimés à prendre? Et donc, les facteurs de mauvaise observance sont nombreux. C'est souvent les patients qui ont des troubles psy, des syndromes dépressifs. Chez les patients âgés, toujours chercher un déficit cognitif, parce que là, il ne fait pas exprès le patient, mais il oublie. Il oublie beaucoup de choses et il oublie entre autres de prendre son traitement. Donc là, il faut mettre des aides en place, des piluliers, des gens qui viennent vérifier que les traitements sont pris. Les facteurs de mauvaise observance, ce sont les maladies asymptomatiques. Et l'hypertension en est une, malheureusement. Donc, il croit pas qu'il est malade, donc il a envie de ne pas être malade et il oublie son traitement. Les patients qui loupent leur consultation aussi sont des patients qui ont tendance à être mal observants. Les patients qui ont des effets secondaires aux médicaments. Donc, il faut écouter les patients. S'ils ont des effets secondaires, il faut les écouter. Il faut changer de molécule. Il faut changer de classe thérapeutique. Sinon, le patient va arrêter son traitement de lui-même. Les patients qui ne sont pas convaincus du bénéfice du traitement, ou qui ne sont pas informés sur la maladie, d'où l'importance de la consultation d'annonce pour convaincre le patient qu'il a réellement une maladie qui est potentiellement grave et qu'il faut qu'il prenne son traitement. L'accès aux soins, c'est moins fréquent en France et la complexité du traitement. Les études ont montré qu'au-delà de 5 à 6 comprimés par jour, l'observance diminue franchement. Donc, en HTA, il faut vraiment essayer dans la mesure du possible de donner. Quand on a une monothérapie, c'est 1 comprimé. Quand on a une bithérapie, c'est 1 comprimé aussi. Et quand on a une trithérapie, c'est 2 comprimés. Et on peut donner des quadrithérapies avec 2 comprimés par jour. Donc vraiment essayer de simplifier au maximum le traitement et ça améliorera grandement l'observance thérapeutique. Alors, chez qui faire un bilan d'hypertension artérielle secondaire? Ça, ce sont les recommandations de la HAS. Si l'évaluation initiale a fourni une orientation étiologique, c'est-à-dire hypokaliémie, insuffisance rénale, ou alors un patient qui a une triade de Ménard, céphalée, sueur, palpitation, qui peut évoquer un phéochromocytome. Une hypertension artérielle chez un patient jeune de moins de 30 ans, là, c'est pas normal, il faut faire un bilan étiologique. Une HTA qui est d'emblée sévère, au-dessus de 180-110 mm de mercure, là encore, il faut se méfier, il y a peut-être une cause secondaire. Une HTA qui était très bien traitée et qui brutalement s'aggrave, là encore, il faut aller rechercher une cause secondaire. Et bien entendu, celle dont je vous ai parlé, l'HTA réellement résistante à la trithérapie bien conduite. Là encore, il faut chercher une cause secondaire. Alors, les causes secondaires, quelles sont-elles?
Par ordre de fréquence, essentiellement l'hyperaldostéronisme primaire, hein, une hyperplasie bilatérale des surrénales ou un adénome surrénalien qu'on appelle adénome de Cône, ou alors un phéochromocytome ou un paragangliome. La sténose de l'artère rénale qui peut être soit athéromateuse chez les gens âgés, soit dysplasique chez la femme jeune notamment. Les maladies néphrologiques, l'insuffisance rénale. L'hypercorticisme et la maladie de Cushing peut être responsable d'hypertension artérielle. Parfois, il y a le patient, ça peut être évocateur, un patient qui a une obésité, des vergetures pourpres. La coarctation de l'aorte, une cause rare, surtout chez l'adulte jeune, c'est rare qu'on s'en rende compte à l'âge adulte avancé. Et l'apnée du sommeil. Donc, en conclusion, l'hypertension artérielle est le premier motif de consultation en médecine générale. Je vous rappelle, 17 millions d'hypertendus en France. C'est malheureusement le premier facteur de risque responsable de décès en France. Il n'y a qu'un hypertendu sur 4 qui est à l'objectif. Donc, on peut faire mieux et on doit faire mieux pour améliorer la prise en charge en France. Il faut retenir qu'une monothérapie ne va normaliser que 30% des hypertendus, une bithérapie 60% et une trithérapie 90%. On a beaucoup de médicaments sur le marché, on a beaucoup d'associations fixes qui peuvent nous permettre de donner une bithérapie avec un seul comprimé et normaliser le plus de patients possible. Il faut être actif, voir les patients tous les mois jusqu'à normalisation des chiffres de pression artérielle. L'enjeu aussi, c'est l'observance. Hein. Un patient sur 2 n'est plus observant à 1 an. Donc, il faut absolument écouter le patient, écouter ses effets secondaires, simplifier autant que possible le traitement, donner dans chaque classe thérapeutique une molécule à longue demi-vie qui permet une monoprise par jour. Quand on passe à une bithérapie, un seul comprimé, quadrithérapie, on peut la donner en 2 comprimés par jour. Écouter les effets secondaires, changer de molécule s'il y en a. Et la consultation d'annonce est aussi importante pour ça. Ne pas hésiter à céder de l'automesure puisque ça améliore l'observance aussi. Et attention à l'inertie thérapeutique. Malheureusement, on a tous tendance à trouver des excuses quand le patient a 145-92 mm de mercure en consultation en se disant « Oh là là, il a attendu en consultation, il a eu du mal à se garer, il était dans les embouteillages. » Non, il ne faut pas trouver d'excuses. S'il a une tension au-delà de 140-90 en consultation, il faut soit le revoir à 1 mois avec une automesure, soit lui faire une MAPA. Mais en tout cas, il ne faut pas se dire « Je vais attendre la consultation d'après. » Parce que parfois, la consultation d'après, c'est dans 1 an et on aura perdu 1 an. Et dans 1 an, il va encore avoir attendu en salle d'attente, on va encore trouver des excuses. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des patients, malheureusement, qui ont une tension artérielle qui reste élevée pendant des mois, des années et qui ne sont pas traités. Je vous remercie. Eh bien, c'est moi qui vous remercie, docteur Antagli. Un grand merci parce que c'était particulièrement clair, passionnant, instructif. Je vous remercie aussi pour votre respect des délais, du timing, ce qui nous permet d'aborder un certain nombre de questions qui ont été posées en amont de cette conférence ou pendant cette conférence. La première, qui était le diagnostic par un médecin généraliste sur calclister, je pense que vous y avez parfaitement répondu. Je pense qu'on peut déjà passer à la deuxième question, qui est quels sont les facteurs préoccupants en prise en charge de médecine générale, le diabète, la grossesse, et vous avez abordé l'apnée du sommeil, qui est, chez un certain nombre de mes patients, une comorbidité entre l'HTA et l'apnée du sommeil qui devient de plus en plus préoccupante. Tout à fait, tout à fait. Avec l'épidémie d'obésité, il y a de plus en plus d'apnée du sommeil. Et l'apnée du sommeil est un facteur d'hypertension artérielle. Et il y a des études qui ont montré qu'en appareillant les patients, on améliore la prise en charge de l'hypertension artérielle. Alors, les facteurs, tous les autres facteurs de risque sont préoccupants parce que finalement, on rajoute du risque au risque. Et un seul facteur de risque, c'est déjà pas très bon pour le risque cardiovasculaire à 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais alors, quand on rajoute le diabète, la dyslipidémie, l'obésité, le tabac, c'est une association de malfaiteurs et malheureusement, les risques s'additionnent. Et la grossesse aussi est un facteur préoccupant et la prise en charge de l'hypertension artérielle de la femme enceinte est indispensable pour éviter dans la mesure du possible les complications. Donc, il faut une prise en charge globale du patient de tous les facteurs de risque. C'est pour ça que l'hygiène de vie, c'est important. Traiter le cholestérol en même temps, demander qu'il arrête de fumer, prendre en charge tous les facteurs en même temps. Donc, ce n'est pas une mince affaire pour les patients, mais... Et pour le médecin. Et pour le médecin non plus. Bon. Faut être convaincant. Tout à fait. Alors, alimentation et HTA, quels sont les secrets gagnants? Vous en avez abordé un certain nombre. Est-ce qu'il existe non pas des recettes miracles, mais des sites ou des conseils? Est-ce que, par exemple, vous orientez vers un nutritionniste ou vous attendez un certain temps dans l'évolution de la prise en charge avant de confier un nutritionniste? Alors moi, je n'hésite pas à envoyer chez les nutritionnistes si les patients sont demandeurs.
Il y en a certains qui disent: «Moi, je m'en sors pas toute seule, je sais pas ce que je dois manger, pas manger». Après, il y en a d'autres qui sont prêts alors moi, je mets pas la barre trop haut, hein, parce qu'en fait, finalement, les efforts qu'on va leur demander, il va falloir qu'ils les fassent toute leur vie et s'ils ont 40 ans, 50 ans au moment du diagnostic, on va pas leur demander non plus de se priver de tout ce qu'ils aiment pendant les 50 années qui leur restent à vivre. Donc moi, je leur demande de faire des petits efforts, mais qu'ils peuvent faire sur le long terme. Donc sur le sel, je leur dis déjà d'enlever la salière à table. Pour certains, ça fait déjà une grosse différence et je leur explique qu'il y a du sel caché dans beaucoup d'aliments. Les plats préparés, par exemple, c'est très salé, même si ça n'a pas le goût salé. Les boîtes de conserve, tout ce qui est en conserve, même les soupes en briques, parce que finalement, le meilleur conservateur, c'est le sel. Et les soupes en briques, c'est salé, même si on a l'impression que c'est pas salé et qu'on a Oui. tendance à rajouter du sel dedans. La sauce soja, les cubes de bouillon, ça, c'est vraiment des petites choses. Et puis après, la charcuterie et le fromage en France, c'est impossible d'interdire. Et de toute façon, je trouve que c'est pas bien du tout d'interdire parce que ça crée des frustrations. Mais je leur demande de ne pas se resservir, d'en manger, de se faire plaisir de temps en temps, mais d'éviter les grosses quantités. Et finalement, en faisant un petit effort par-ci par-là, ça finit par payer. Vous avez parlé effectivement tout à l'heure de tueurs silencieux. Moi, je me Oui. souviens d'un patient dont j'avais hérité et à qui il a fallu annoncer simultanément une hypertension et un diabète. Et effectivement, c'est un patient qui s'estimait en bonne santé, qui s'estimait vivre normalement et effectivement qui est reparti derrière avec deux épées de Damoclès au-dessus de la tête. Effectivement, cette prise en charge, on parlait du nutritionniste. Est-ce qu'il y a d'autres spécialistes que vous conseillez de voir ou vers lesquels vous conseillez une orientation quand on est sur des situations un petit peu complexes comme ça, soit sujet âgé compliqué, soit polypathologique? Alors, oui, moi je m'aide beaucoup des diabétologues parce qu'ils sont accessibles dans mon hôpital, donc j'ai beaucoup de chance. Je leur laisse l'entière, prise en charge, du diabète, et j'estime qu'effectivement, c'est compliqué d'avoir plusieurs messages, dans une même consultation. Donc, ou alors je fais plusieurs consultations pour à chaque fois remettre une couche. Mais c'est vrai que d'emblée parler, du sucre et du sel, pour peu qu'il ait en plus un peu de cholestérol, il reste plus grand-chose. Il faut pas saper le moral des gens et les diététiciennes aussi, c'est très, très aidant parce que là maintenant, enfin je trouve que par rapport à il y a quelques années où ils étaient beaucoup dans les restrictions et les interdictions, là, ça a énormément évolué et finalement, il y a des patients qui me disent: «Bah, c'est formidable, j'ai l'impression de manger plus qu'avant et je maigris et j'arrive quand même à me faire plaisir de temps en temps». Donc la prise en charge par les diététiciennes est extrêmement importante, extrêmement aidante et puis ça permet un peu de coacher le patient, parce que finalement, elles le voient régulièrement et elles remettent une couche à chaque fois. Et c'est vrai que si on est plusieurs à faire passer les mêmes messages, ça aide beaucoup plus. Oui, travailler en concordance. Exactement. Euh, alors, automesure, que doit-on conseiller? Rappeler les bonnes pratiques, je pense que vous l'avez fait à travers votre exposé, ça me paraissait particulièrement clair. La grille de sévérité, sur quels critères orienter le patient vers un cardiologue ou un hôpital? Si vous pouviez nous redonner en quelques guidelines un patient qui arrive en consultation, quels sont les critères ou les chiffres qui font que on passe la main tout de suite au cardiologue ou à l'hôpital tout en donnant évidemment un traitement immédiatement pour essayer de neutraliser le risque immédiat. Alors, ce qui doit faire adresser le patient immédiatement à l'hôpital, c'est une hypertension artérielle supérieure à 180-110 avec des signes de souffrance d'organes. C'est-à-dire une douleur thoracique, un essoufflement, où on redoute qu'il soit un petit peu en insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale qui s'aggrave brutalement. Là, c'est un patient qui doit être adressé à l'hôpital immédiatement. Après, s'il n'y a pas de souffrance d'organes, on a un peu plus le temps. S'il n'y a pas de symptômes, voilà. Après, une tension supérieure à 180-110, lui, il faut commencer le traitement immédiatement et l'adresser à un cardiologue parce que ça fait partie de ces HTA sévères d'emblée où il faudra clairement faire un bilan étiologique. Donc vraiment le HTA supérieur à 180-110 avec souffrance d'organes, l'hôpital. Supérieur à 180-110, une prise en charge par un cardiologue rapidement pour le bilan d'HTA secondaire. Une HTA qui se déstabilise alors qu'elle était bien maîtrisée depuis des années et brutalement là il arrive en consultation, il est observant, il fait tout bien comme il faut et brutalement ses chiffres de pression artérielle se déstabilisent. Là encore, il faut adresser au cardiologue. S'il y a des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche à l'électrocardiogramme aussi, puisqu'il faudra faire
une échographie cardiaque et les patients chez qui on suspecte une HTA secondaire par des signes cliniques un peu étranges, aussi également les adresser en cardiologie pour le bilan d'HTA secondaire. Merci. Une dernière question sur l'observance, le défaut d'observance. Oui. Voilà, effectivement, vous l'avez abordé très clairement. Le patient qui n'adhère pas au traitement ou chez lequel on suspecte ou sur lequel on découvre ce défaut d'observance, est-ce que changer d'interlocuteur, changer de médecin, orienter vers un cardiologue ou pareil permet d'améliorer l'observance avec votre expérience? Oui, parce que finalement, je pense que les patients qui ne sont pas observants, c'est aussi des patients avec qui on n'a pas réussi à établir une relation de confiance, quelle qu'en soit la raison. Et parfois, peut-être que ça passera mieux avec un autre confrère. Donc, il ne faut pas hésiter à passer la main en disant, bah, écoutez, voilà, là, à l'évidence, vous ne me croyez pas. Peut-être aussi le fait d'entendre une deuxième fois la même chose. Parfois, les patients aussi ont besoin que quelqu'un d'autre, d'avoir un deuxième avis sur cette pathologie. Est-ce qu'il faut vraiment traiter ces chiffres de tension? Moi, je me plains de rien et qui ont du mal à être convaincus. Et finalement, s'ils l'entendent une deuxième fois de la part d'un autre praticien, bah, peut-être que il va se dire bon bah finalement d'accord, ok, ils sont deux, ils sont d'accord, ils disent la même chose, donc finalement ça doit être vrai et je dois prendre mon traitement et effectivement ça peut avoir des conséquences. C'est compliqué l'HTA parce que c'est vrai que parfois les patients viennent pour tout à fait autre chose. On leur assène ce diagnostic-là, on leur donne des traitements et ils ont des effets secondaires. Donc, il faut aussi un peu se mettre à leur place, de se dire, bon, ben, je ne me plaignais de rien. Là, maintenant, je prends un traitement, je fais pipi toutes les demi-heures. Ou alors, je prends un traitement, j'ai les jambes qui gonflent. C'est vrai qu'il faut prendre le temps de leur expliquer. Et l'automesure, c'est drôlement bien parce que c'est vrai que, alors, je ne sais pas si vous, dans votre pratique, vous avez des appareils que vous prêtez aux patients ou si vous leur faites acheter facilement. Mais c'est vrai que si on prête l'appareil au patient, il prend conscience qu'effectivement, bah, la tension, elle est haute. On m'a dit que la norme, c'était 135/85. Et là, je suis en permanence à 152/90. Ils prennent conscience et ils se disent, bon, bah, finalement, oui, il se passe quelque chose. Et puis les tensiomètres modernes avec des écrans, avec des chiffres, ont permis effectivement de montrer aux patients l'écran, alors qu'autrefois, on était avec la poire et c'était le médecin qui... Et c'était dans l'oreille du médecin. Exactement, oui. Tout à fait. Oui. Avec des patients qui nous disaient, docteur, reprenez-la encore une fois. Alors que là, il suffit de montrer les chiffres et puis c'est réglé. Exactement. Bon, bah écoutez, je crois que nous arrivons à la fin de cette réunion. Un énorme merci, docteur Antakli, pour ce webinaire qui était vraiment, je trouve, très intéressant et très clair. Merci à toutes et à tous de votre participation. Un grand merci aussi à l'équipe de Deuxième Avis qui a organisé ce webinaire. Je vous rappelle que le replay sera disponible à la fin de l'événement. Vous n'hésitez pas à le partager et à nous faire part de vos avis et de ce que vous souhaiteriez comme amélioration ou comme nouveau thème. Merci beaucoup à vous tous.